Fille en colère sur un banc de pierre, tel est le titre du nouveau roman paru aux éditions Flammarion de Véronique Ovaldé. Nous vous proposons d'écouter dans un instant l'enregistrement de la rencontre avec Véronique Ovaldé autour de la présentation de son livre à la librairie Ombre Blanche, mardi 9 mai 2023. Bonne écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et en effet, bienvenue pour cette rencontre. Je suis très heureux de retrouver Véronique Ovaldé. On s'était rencontrés il y a quelques années dans le cadre d'un marathon des mots. Voilà, je me souviens d'un très beau souvenir. Alors, je vous suis depuis très très longtemps, là, depuis pas presque vos premiers romans, mais et alors je dois dire que celui-là, je vais m'empresser de vous le dire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. J'ai trouvé ça, vraiment un livre que j'ai adoré, formidable, que j'ai offert à plusieurs de mes amis, à la famille. D'entrée de jeu, Fille en colère sur un banc de pierre chez Flammarion. Je trouve que vous avez à la fois un grand talent. Oui, ça, des post-it, il y en a toujours beaucoup, mais là, en l'occurrence, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est vrai. Il y a plein de choses dedans. Mais il y a peut-être plusieurs choses. Tout d'abord, le grand talent que vous avez à mener une histoire. Il y a de grands talents de conteuse. J'aime beaucoup aimer aussi la structure, la manière dont un jeu, un peu une narratrice, un narrateur, un peu qui surplombe l'ensemble, mais vous le faites avec subtilité, ce qui permet aussi une distanciation un petit peu humoristique et un peu comme une petite voix intérieure aussi pour certains personnages. Voilà. Peut-être que vous avez vraiment poussé cette chose-là dans ce livre-là, dans ce roman-là en tout cas. Alors on est en Méditerranée, on va dire. C'est l'histoire d'une famille. C'est une île, j'imagine, imaginaire, Yaza, ou qui peut... Oui, Yaza, voilà. C'est une île imaginaire parce que j'aime beaucoup m'installer dans des endroits imaginaires depuis toujours. Parce que ça me permet une forme de liberté absolue dans la fiction. C'est que si je racontais quelque chose qui se passe, par exemple, à Toulouse ou à Paris, là où j'ai... Non, mais c'est pas anodin, parce que j'ai raconté des histoires qui se passaient dans des lieux... des lieux qui ressemblent très fort. C'est toujours ça, en fait. Ils ressemblent très, très fort à la réalité. Mais ils ne sont jamais complètement le réel, parce que, pour moi, le réel empêche. Il empêche... l'imaginaire, il empêche la liberté, il m'empêche en fait de raconter quelque chose. Après, c'est mes personnels. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui racontent des histoires dans des lieux qui existent et ils font ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les écrivains. Regardez, en fait, il y a pas mal d'auteurs de fiction, d'écrivains en fait, qui ont besoin d'inventer un lieu à eux pour pouvoir l'ausculter. De manière presque, je sais pas, entomologique, on pourrait dire. Non, il le regarde très très précisément. Voilà, c'est ce que je fais. Donc à Yaza, c'est une île qui n'existe pas, mais c'est une île qui est entre la Sicile et le Maghreb, dans ce qu'on appelle là-bas en Sicile la mer africaine. C'est une petite île près de Pantelleria. C'est une toute petite île. Et là, quand j'ai inventé cette île, quand j'ai dit « Ah, ça existe, cet endroit ». Je lui ai inventé un climat, non seulement un climat, mais une géologie. Je lui ai inventé des traditions, je lui ai inventé... des coutumes, je lui ai inventé une géographie aussi possible entre le village au milieu. Évidemment, il y avait des plages autour, ce sont des îles volcaniques. Donc voilà, j'avais tout imaginé et ça, c'est tellement génial de pouvoir imaginer. C'est un truc d'enfant en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc en fait qui vous est donné quand vous êtes petit. Alors vas-y, invente une histoire. Voilà, j'invente l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait avec ça. Mais évidemment, comme je ne suis plus une petite fille, j'invente un lieu qui ressemble très très fort à la réalité. Et après, ça raconte une histoire qui nous est au plus proche. Vous avez parlé de l'enfance, et l'enfance est importante dans ce livre, notamment à travers donc, le personnage de Mimi, qui est l'une des 4 sœurs. Il y a 4 sœurs, Violetta, qui est l'aînée, Gilda, Aïda et Mimi.
avec donc des prénoms d'opéra. L'opéra est important dans le livre puisque c'est aussi une des passions du père Salvatore. Oui. Voilà. Donc je vous laisse peut-être développer cette idée de l'enfance et cette idée de la famille finalement qui va se retrouver sur cette île. Mais on va y rentrer Mais progressivement. vous savez, en fait, c'est drôle parce que là, je lisais un truc ce matin avant de partir ici. Et en passant par la case travail, boulot, bureau, hop, je suis passée, voilà. Après, je suis allée à la gare Montparnasse pour prendre mon train pour Toulouse. Et je disais quelque chose ce matin qui disait que chez les écrivains, chez les auteurs, c'est pas l'écrivain qui choisit son thème. Et heureusement, parce que si vous saviez comme c'est déprimant quand les écrivains disent « je cherche un thème ». Et c'est le thème qui vous choisit. C'est un peu bizarre et ça ressemble comme ça un petit peu ésotérique, mais c'est un petit peu ça qui se passe quand même. Et heureusement, c'est ça qui se passe. Et donc là, dans cette histoire-là, avec les 4 sœurs qui sont... Si je me perds en chemin, hein, tu me dis genre... Oui. Non, mais On a le droit de se perdre en chemin aussi. aussi. Je suis la reine de la digression. Donc là, on a 4 filles. On a Violetta, Gilda, Aïda et Mimi. Parce qu'il y a un père qui est Salvatore, qui, lui, vient des flancs de l'Etna. Lui, il ne vient pas de l'île de Yazza. Lui, il vient des flancs de l'Etna et il a voyagé pour devenir jardinier apiculteur sur cette île parce qu'il y avait un poste en haut. Donc, il arrive avec l'idée que peut-être il pourra faire le tour du monde. Finalement, il reste enclavé là. Ce qui est quelque chose d'assez classique chez les humains. En fait, tu penses que tu vas faire le tour du monde, puis en fait, tu te poses, puis tu dis « oh, c'est bien là ». Et donc, ce cher Salvatore, il va rencontrer Silvia, qui est donc, elle, une fille de l'île, et qui va être d'une docilité absolue avec lui, parce que lui, il est un peu austère, il est rude, c'est pas un méchant homme, mais il est dans un modèle patriarcal, je dirais silencieux. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Et voilà, pas extrêmement accueillant, mais c'est pas un méchant. Hein. C'est des modèles, c'est des typologies. Ça m'intéresse beaucoup, les typologies, en fait. Ça m'intéresse ça, énormément. À quoi on ressemble, à quelle typologie on peut se rapporter, nous, chacun d'entre vous, à quoi vous pouvez ressembler. On aime bien avoir une singularité. Moi, j'aime énormément avoir une singularité, mais je sais que je ressemble à un certain type de personne. C'est toujours très intéressant. Ça, c'est la double parenthèse. Et donc, notre histoire de Salvatore, il a 4 filles et lui, il est fou d'opéra. Il est fou d'opéra et donc il va vouloir appeler ses filles avec des prénoms d'opéra. Et elles vont toutes avoir un prénom d'opéra. Et et c'est pas rien d'avoir un prénom comme ça qui a été donné par le père et qui est un prénom d'héroïne. Donc il aura 3 Verdi et une Puccini, je crois. Hein. Et la dernière, qui s'appelle Mimi, en fait, il voulait l'appeler Ciao Ciao San, qui est le vrai nom de Madame Butterfly, mais c'est pas hyper facile à porter sur une petite île de Sicile. Donc finalement, ils l'ont appelé Mimi. Et donc, il y a ces 4 filles, et à la fois, il est le patriarche, parce que être le père des 4 filles, c'est pas rien. Donc, il est le sauveur, il s'appelle Salvatore. Hasard. Et il est le sauveur, il est celui qui va sauvegarder toute cette sorori, parce que j'ai découvert qu'on pouvait dire sorori. Hein. Ah bah oui, on peut dire sorori. Au début, j'étais un peu gênée, parce que je disais, mais c'est une fratrie de 4 sœurs. C'est un peu embêtant quand même, hein, la fratrie de 4 sœurs, non ? C'est sûr. Ah, donc j'ai cherché si on pouvait dire sorori. Ah bah ouais, les sociologues, ils disent oui, sorori. Enfin, je sais pas qu'ils disent, ils utilisent sorori. Mais j'aime bien ça chez les sociologues ou chez les scientifiques en général, on va dire. C'est que c'est technique pour eux. Évidemment, on ne va pas dire fratrie pour 4 sœurs, c'est débile. Donc ils vont dire sorori.
il y a quelque chose d'assez objectif là-dedans. Donc je pense qu'en fait, on devrait adopter aussi ça, cette idée que arrêter de dire fratrie quand il n'y a que des filles, ce serait pas mal. Et non, mais c'est quand même pas anodin, non? Vous trouvez pas? La sororité. Ouais, et ben c'est tout récent. C'est tout récent, justement. Et alors, sororité, bon, là, tout le monde a découvert ça récemment. Et sorori, moi, je l'ai découvert là en voulant parler du livre. Donc, ça veut dire il y a 3 mois, quoi. Et donc, cet homme, il est à la fois enchanté d'avoir... je pense qu'il est très content d'avoir 4 filles dont il doit s'occuper. Et en même temps, comme on le sait, et comme je l'écris dans le livre, avoir 4 filles, c'est ne pas avoir d'enfants. Alors, c'est étonnant parce que cette phrase, en fait, ça a choqué plein de monde. Non, enfin, il y a de quoi. Bien sûr, elle est choquante, mais je l'ai entendue, en vrai, je l'ai entendue, même en sous-texte, je l'ai entendue 1000 fois. Et on le sait, sur toute la planète, n'avoir que des filles, c'est un problème. Et il vaut mieux avoir un garçon. Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire de la planète entre la Chine et l'Afghanistan et l'Iran, mais vous voyez, c'est quand même assez fou. Donc, cette phrase, en fait, qui peut résonner, parce que lui, il le dit, mi-figue, mi-raisin, c'est pas un méchant, mais il le dit quand même. Comme ces hommes un peu archaïques, il dit, ah oui, n'avoir que des filles, c'est ne pas avoir d'enfants. Et parce qu'il y a toute l'affaire du nom. Je ne vais pas vous raconter l'affaire des noms et de comment... Non, mais c'est intéressant, cette histoire des noms. Pourquoi on a le nom de notre père et pas le nom de notre mère, etc. Bon, j'arrête. Je peux me permettre de lire un passage à propos de ça. À propos justement de ces... Je pourrais écrire quelque chose comme « Elles étaient 4 sœurs inséparables, promises à la plus belle des vies. Il y avait Violetta, la reine, Gilda, la pragmatique, Aïda, la préférée, et Mimi, le colibri. Avant tout, il faut préciser que leur père était un passionné d'opéra. Et son épouse, pour lui être agréable, cette déplorable tendance foncièrement inutile, avait proposé de donner à chacune de leurs filles un prénom en rapport avec sa marotte. Il aurait préféré un Rodolfo ou un Alfredo. Oui, mais c'est bien d'entendre. C'est très bien. Voilà, ça illustre. Ou même à la rigueur un Giovanni, mais il n'avait eu que des filles. Concernant Mimi, la 4e, puisque c'était encore et définitivement une île, il avait donc décrété... Une fille, pardon, oui. Il avait décrété... Le lapsus. Non, c'est lapsus. Oui, on va le revoir. C'est vrai. C'est pas une île, c'est une fille. C'est une fille, tout à fait. C'est aussi une île. Je pensais à l'île de Yaza. Il avait décrété qu'elle se prénommerait Shio-Shō-san, le vrai nom de Madame Butterfly. Mais sa femme, une fois n'est pas coutume, s'y était opposée. On s'était mis d'accord sur Mimi. Ça ressemblait plutôt à un surnom, mais au moins c'était prononçable. Il eut donc 3 héroïnes de Verdi et une de Puccini. Cela posait n'avoir que des filles, c'est ne pas avoir d'enfants. C'était ce qu'il répétait, mi-figue, mi-raisin. Pour le moment, figurez-vous ces 4 petites filles sur une île baignée de soleil. Elles ont chacune 2 ans d'écart avec la précédente. Un rythme parfait, répétait leur mère. Un bébé tous les 2 ans. L'une commence à babiller quand la suivante arrive. Il fallait bien que quelque chose soit parfait dans cette progéniture exclusivement féminine. Elles eurent toutes 6 ans, un jour ou l'autre, sur cette île. Ce fut le meilleur moment de leur vie. Sans doute parce qu'à 6 ans, elles étaient trop égoïstes et comblées pour percevoir les ténèbres. Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez 8 fois le chemin qui menait à la plage parce que vous couriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un chiot impatient, et puis vous repartiez en sens inverse. Et ils étaient si lents, si lourds et si bavards. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez, mais toujours sautilliez. Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge où vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous, les adultes étaient ainsi incessamment tiraillés quand ils vous parlaient ou vous regardaient entre l'agacement et l'attraction. Ne suis-je pas irrésistible? Ne suis-je pas étonnante? Ne te surprends-je pas à chaque instant? N'es-tu pas joyeux de me voir bouger et vivre et courir et m'agiter et lancer de petits bouts de phrases drôles et sans consistance? Vous ignoriez que les mammifères sont programmés pour aimer leur progéniture et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une progéniture de mammifères. Ne les voyez-vous pas s'extasier devant des chatons ou des bébés phoques? Cela ne vous alertait pas. Vous continuiez de sauter sur les lits et de danser en ayant l'impression d'être une ballerine, la grâce incarnée, la beauté absolue, et personne ne vous détrompait.
Souvenez-vous de cet âge où vous aimiez tant que l'on vous chatouille et vous riez. De ce rire particulier, octant, idéal, éphémère, un rire de plaisir pur, un modèle de rire, un rire qui disait « Je n'en ai pas assez, je n'en aurai jamais assez, je veux que ça continue toujours ». L'impossibilité de revenir à cet âge, l'impossibilité paralysante de revenir à cet âge. Voilà, je trouve que ce passage sur l'enfant, c'est particulièrement beau. Enfin, je trouve on ne peut pas, c'est vrai, revivre cette période. Oui. Et puis, ce rapport avec les adultes. L'affaire de l'enfance, c'est quelque chose. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même, c'est notre commun à tous, et on a pu l'oublier. Et puis, c'est très intéressant de le réactiver. Et donc, de regarder... Ça marche, là, mon truc, là, ou pas? Ouais. Pardon, hein, mais j'entends pas. Ouais, on est bien, ça va? Ouais. D'accord. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup de réactiver l'enfant en soi parce que ne pas oublier qu'on pouvait rire de manière folle comme ça, on pouvait regarder, comme je le dis là, un lit en se disant je vais faire du trampoline, et pas du tout se dire je vais dormir là, ce qui est aussi un plaisir immense de l'âge adulte. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, moi, le rapport des adultes aux enfants et le rapport de l'enfance à l'adulte. Donc moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je suis ce genre de personne qui suis assise au bord de la piscine et qui regarde les autres, en fait, soit se noyer, soit faire un crawl magnifique, voilà. Mais je regarde. Et donc, l'enfant, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le moment de la sauvagerie chez nous, le moment de la sauvagerie chez les humains et aussi quelque chose de... Évidemment, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, de tous les possibles. Et c'est fascinant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je parle de l'enfance dans ce livre au début, puisque j'ai les 4 filles, j'ai 4 gamines, dans un lieu comme l'île de Yadza, qui est une île idyllique, théoriquement, qui est donc en Méditerranée. Elles sont dans cet endroit où elles vont entre la maison et la plage en permanence, et il fait beau tout le temps. Bon, leur père est une espèce de patriarche, mais en même temps, il les aime bien. Donc, c'est une figure un peu sombre, un peu obscure, un peu menaçante, mais c'est une figure aussi très protectrice. Et ils ont la mère un peu foldingue, gentiment foldingue, mais en tout cas très maternante. Non, mais que demander de plus? Donc c'est pour ça que j'avais envie de créer cette famille qui était loin d'être parfaite et loin d'être le genre de famille qu'on voit dans les séries où on veut vous montrer une famille bourgeoise où tout le monde est beau et habillé en bleu ciel, habillé en Ralph Lauren. Non, c'était pas du tout ce genre de famille. Mais avec quelque chose d'assez joyeux et doux, et voilà, la possibilité d'une enfance. Sauf qu'il va y avoir un drame. Ouais, alors ce drame, il ouvre, le prologue indique en effet qu'il s'est passé quelque chose. Dès le prologue, on le sait. Ouais. C'est donc Mimi avait 6 ans. Mimi, la dernière. Voilà, je vous laisse. Oui, Mimi, la dernière des 4. En fait, dès le prologue, il y a les 2 gamines, Aïda, l'avant-dernière, et Mimi, la dernière. Enfin, Aïda, en fait, décide d'aller au carnaval. Parce que le carnaval, c'est 1 fois par an sur l'île de Yadza. Et c'est le moment de la déraison. Mais comme tous les carnavals, en général, c'est le moment de la grande déraison. C'est le moment où, pendant 1 semaine, plus rien n'a de sens. D'ailleurs, il n'y a plus d'école à ce moment-là. Plus rien n'a trait à la réalité. On fait un pas de côté. Mais c'est normal, le carnaval, ça sert à ça, depuis toujours. Le carnaval des fous, le carnaval au Moyen-Âge. On transgresse tout pendant les carnavals.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est masqué en général. Personne ne sait vraiment qui vous êtes. C'est très intéressant, les carnavals. Et donc là, il y a un carnaval, une fois par an, à Iazza. Et elles n'ont pas le droit d'y aller, les filles, évidemment. Parce que le père, Salvatore, et bien évidemment, il ne veut pas qu'elles y aillent, les petites. Et c'est normal parce que c'est dangereux d'aller là-bas. Sauf qu'en fait, elles vont y aller. Enfin, en tout cas, Aïda n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Parce que je ne vous l'apprends pas. Si on vous a interdit de faire un truc, vous êtes gamin, vous n'avez qu'une envie, c'est de le faire. D'ailleurs, c'est une de mes théories. En fait, on devrait absolument interdire aux enfants de lire. Enfin, moi, ça a bien marché. Hein. Moi, on m'a interdit de lire quand j'étais gamine. On a interdit ma sœur de lire. Et moi, je suis écrivain. Elle est bibliothécaire. Et voilà. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est fou, en fait. Dès qu'on vous interdit. Et j'en parle souvent. Hop, digression. J'en parle souvent, en fait, aux gamins dans les lycées, où je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, dans certains pays, on ne peut pas apporter. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas apporter. Quand je suis allée en Inde il y a quelques années, 3-4 ans, en fait, je ne pouvais pas apporter des armes, d'accord, de la drogue, d'accord, et des livres. Les livres, j'avais le droit d'en apporter, mais ils allaient être auscultés. Et ils avaient le droit de me les retirer. Donc voilà, ça c'était un aparté, c'est juste pour dire, mais c'est fou en fait, qu'il faut redire aux gamins, redire aux gens combien c'est dangereux les livres. Et que c'est pas un truc simplement qu'on les force à faire. On les force à lire des livres et évidemment ils y vont avec des pieds de plomb, mais c'est normal. Moi on m'aurait obligé à lire des livres qui seraient allés en traînant les pieds. Bon, donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'était mon aparté sur le livre. Donc l'interdiction d'aller au carnaval. L'interdiction d'aller au carnaval et l'envie d'Aïda d'y aller. Donc Aïda fait le mur. Et sauf qu'au moment où elle fait le mur, dès la première page du livre, Aïda, qui donc a 8 ans, elle fait le mur et elle entend derrière elle sa petite sœur, Mimi, qui lui dit « S'il te plaît, emmène-moi ». Moi, elle n'a qu'une envie, c'est surtout pas de l'emmener. Hein. Elle a envie de l'emmener comme de foutre le feu à ses cheveux. Mais elle l'adore, Mimi. Donc elle l'emmène. Elle l'emmène au carnaval. Donc elles y vont toutes les deux. Et au petit matin, il n'y en a qu'une qui revient. Et ça va être la tragédie absolue de cette famille. Parce que normalement, c'est une tragédie absolue. Il y a une enfant qui disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. On le saura à la fin du livre, mais on ne sait pas. Est-ce que vous avez une capacité aussi à ménager à toute dernière page, on va savoir. Enfin, ça, c'est vraiment On saura. Non, mais attends, c'est quand même fort. Je ne sais pas si c'est fort, mais en fait, je me suis demandé, parce que je me suis posé la question, hein, pendant toute l'écriture du livre, je me suis dit, est-ce que je vais leur dire ce qui est arrivé à Mimi ? Parce que j'aurais pu, parce que les enfants qui disparaissent, il y a des gens qui disparaissent, voilà, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est atroce, mais c'est comme ça. Je me suis dit, mais en fait, non, je ne suis pas capable, mais c'est un truc de capacité aussi, je ne suis pas capable de laisser tout le monde dans le noir là-dessus. Donc, vous avez hésité quand même. Vous avez oui, j'ai hésité. Donc j'ai besoin d'une certaine façon de boucler la boucle. Donc j'ai besoin de dire ce qui s'est passé. Donc je raconte exactement ce qui s'est passé tout à la fin du livre. Il faut lire la totalité du livre pour comprendre ce qui s'est passé. Et il y a plein d'indices, voilà. Mais c'est peut-être mon côté aussi, justement, conteuse dont vous parliez au départ. C'est mon côté conteuse, je pense. C'est que je raconte une histoire. On sent que vous aimez ça, hein, vraiment, raconter. Bah oui, j'aime ça. Ah oui, non, mais vraiment avec un plaisir. Et alors, c'est vrai que le titre « Fille en colère sur un banc de pierre », bon, il apparaît à une certaine page. C'est donc Aïda, cette fille en colère, cette colère qui l'anime, Bon, il y a de quoi, parce que bon, et vous l'avez eu rapidement, ce titre, parce que c'est vrai que vous avez parlé de cette île, Iazza, qui est le nom de la ville principale aussi de l'île. Oui. C'est minéral, enfin, il y a des mots qui reviennent. Oui. Il y a le côté cailloux, pierre. Enfin, il y a un côté ode à la nature aussi. Il y a des descriptions, très belles descriptions aussi. Ça, j'adore ça. C'est vrai c'est aussi mon côté aussi entomologiste, hein, comme je disais. Oui, mais c'est un aspect important. En fait, la nature autour de moi. Je regarde les oiseaux, je regarde ça. Non, c'est vrai que je parle beaucoup de la nature.
Et c'est présent, c'est très présent. Et parce que c'est comme ça aussi que ça s'incarne. Un lieu, surtout un lieu qui est imaginaire. Donc, si vous voulez incarner un lieu imaginaire, il faut absolument qu'il soit incarné. Et donc, je prends des choses partout et je les mets en mots et voilà. Et comme ça, on a l'impression en fait cette ville existe. Et quand je dis ça, enfin cette île existe. Et alors c'est ça qui est amusant, c'est que je me souviens parce que j'écris depuis longtemps, ça fait 25 ans que je publie des livres en tout cas. J'écris depuis bien plus longtemps, mais je publie des livres depuis 25 ans. Et j'ai toujours écrit des livres qui se passaient dans des lieux qui n'existaient pas. Et il y a 25 ans, personne ne pouvait faire Google pour vérifier. Et maintenant, tout le monde vérifie. Et donc, tout le monde vient de dire, oui, il y a de ça, j'ai vérifié. Non. Et l'autre fois, j'étais l'émission bien sûr, sur France Inter, Rebecca Manzoni, que j'aime beaucoup, qui est une femme vraiment super et une super journaliste. Et elle me dit, j'ai vérifié, Yadza, c'est une pizzeria en Bretagne. Et j'ai adoré. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'en sais rien, je vais pas vérifier. Mais en tout cas... par rapport à notre affaire, le fait de raconter une histoire qui va d'un point A à un point B, pour moi, c'est très important. J'ai besoin de raconter vraiment, d'emporter à la fois moi-même et puis les lecteurs, dans une histoire. Je suis absolument convaincue que nous sommes des animaux à histoire. On aime ça, les histoires, non ? Mais on aime tellement ça. Et je suis parfois, pardon de dire, parce que il y a beaucoup de livres de ce type que j'aime beaucoup, que j'aime par ailleurs, mais il y a beaucoup en littérature française de gens qui racontent leur propre histoire. Il y a beaucoup de textes à moitié autobiographiques, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma vie. Et en vrai, il y a des très bons textes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très bons. Hein. Et je me dis, mais c'est fou, en fait, ce dédain, ce discrédit de la fiction, de l'invention, de l'histoire dans la littérature française. Je ne vais pas vous faire un cours sur la littérature française du XXe siècle. Je vois à peu près d'où ça vient, et j'imagine que si vous avez un peu lu la littérature du XXe siècle, vous voyez d'où ça vient. Mais je trouve ça très intéressant, et sauf que c'est comme quelque chose dont on, je sais pas comment dire, dont on se donne pas le plaisir de cette littérature-là. Et la littérature de fiction ne serait qu'une littérature de divertissement. Sauf que la littérature de fiction, depuis toujours, c'est celle qui nous fait vivre, avancer, réfléchir, comprendre le monde, comprendre notre condition d'humain, qui est quand même une condition très particulière. C'est la littérature qui nous aide. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous aider, mais la littérature nous aide. Et la littérature de fiction. Donc, il y a ce discrédit de la littérature de fiction française qui m'étonne toujours. Mais regardez, jetez un œil. Regardez, en fait, dans les prix littéraires, ce qui arrive dans au Goncourt, au Nodot et tout j'ai rien contre tout ça. Hein. C'est juste que je fais une analyse. Moi, je suis très comme ça, genre moi qui est très analytique. Donc, je regarde, je me dis, tiens, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Tous les livres qui sont sélectionnés ne racontent que soit ils ne parlent que d'un fait divers, soit de la vie de quelqu'un, de sa vie personnelle, soit éventuellement de comment... mais en général de comment va le monde. Bon, très bien. En vrai, ce qui nous importe à tous, nous, évidemment, c'est comment va le monde, mais surtout comment on va nous les humains, ce qui est quand même quelque chose de très particulier, l'humanité. C'est que nous sommes les seuls animaux à avoir cette conscience d'être éphémère. Pardon, c'est pas cool de vous dire ça là ce soir. Ça va non mais parce que moi j'ai l'impression que la littérature elle essaye de nous. Enfin c'est pas qu'elle essaye. Moi en tout cas depuis toujours, depuis que je suis enfant
et que j'ai cette conscience-là de notre nature éphémère, notre nature périssable, en fait, la littérature m'aide à trouver un sens. La littérature nous aide à trouver du sens. Et donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, on s'empêcherait de trouver plus de sens avec les histoires. Et les histoires nous aident. Parce que les histoires, on est encore une fois, donc c'est encore l'un des privilèges des humains. Nous, on aime les histoires. Essayez de raconter une histoire à un hamster. Je sais pas, votre chien, il va vous regarder, il va être content parce que vous avez votre voix, il aime, enfin, il va rien comprendre. Donc, c'est notre privilège et c'est notre malédiction aussi de savoir que tout ça, ça se termine. Comment on fait pour vivre tous les jours avec ça ? Bon, je suis désolée si vous aviez oublié que notre nature était périssable, mais je pense que la littérature parle de ça. Alors, cette nature périssable, elle est d'entrée de jeu présente dans le roman, puisqu'il s'agit de la mort de Salvatore, du père, puisque donc... Oui, on commence avec... on commence, on va oui, c'est ça, un peu le prologue. rentrer dans... Le prologue, c'est les deux gamines. Préambule, comme vous l'appelez. C'est préambule. Donc, préambule, c'est les deux gamines qui s'en vont au carnaval, et après, le début, c'est la mort de Salvatore, c'est la mort du patriarche. Et à la mort du patriarche, Aïda, qui était celle, si vous avez suivi, mais je ne vais pas vous demander trop, Aïda, c'est celle qui était partie avec Mimi au carnaval. Et Aïda, évidemment, elle a été tenue responsable de la disparition de Mimi. Et donc Aïda, à 15-16 ans, on l'a bannie de l'île. Donc elle est partie à Palerme, elle a fait sa vie à Palerme, sauf qu'à une trentaine d'années, je crois, 15 ans après en tout cas, l'une de ses sœurs l'appelle et lui dit le vieux est mort, sa seigneurie est morte, parce qu'elle l'appelait comme ça, leur père. Sa seigneurie est morte, le vieux est mort et viens, parce que pour les funérailles bien sûr, mais aussi parce qu'il y a toutes des affaires de notariales et compagnie, et puis c'est pas rien tout ça, parce que les deux sœurs qui sont restées sur l'île, elles sont aussi mangées par la culpabilité d'avoir évacué l'une des sœurs. Bon, il y a toute cette affaire-là, donc c'est aussi c'est des affaires de mort, mais des affaires de vie et de... Oui, enfin, je sais pas, je veux dire... Affaires de succession, affaires de famille, voilà. Et on est pour le coup dans un système un peu clos, un peu communautaire, qui est la famille. Il y a un double mouvement dans votre roman. Il y a à la fois cette île, qui est quand même un côté, et puis cette famille aussi. Bien sûr. Enfin voilà, je dis ça parce que ça se rejoint, ça se répond. Ah bah oui, il y a l'île, et puis oui, c'est comme des... Oui, c'est des écosystèmes. Ouais. Donc, on a l'île, et puis au milieu, on a d'abord l'île, on a après le village de Yazza, qui a le même nom d'ailleurs que l'île, et au milieu, on a la famille. C'est les sous-ensembles. Quand au CP, on fait ça, les ensembles et les sous-ensembles. Et là, on a des sous-ensembles, mais c'est un peu comme les matrioshkas. Donc au milieu, on a la famille, et la famille, évidemment, c'est un écosystème qui est extrêmement intéressant à observer, parce que tout s'y passe. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce que, évidemment, les silences, les secrets, les passions, les jalousies, l'affection, l'amour, évidemment, il n'y a pas que des choses négatives, et les arrangements, les accommodements, bien entendu, mais il y a énormément... Les rivalités dans les familles, ça c'est très important. Et ça m'intéressait beaucoup, les rivalités dans ce livre. Là, tu parlais tout à l'heure du titre « Fille en colère sur un banc de pierre ». Moi, quand j'ai choisi ce titre, je l'ai choisi très tardivement. Je choisis toujours mes titres très tardivement. Je donne mon texte à mon éditrice et après, je cogite au titre. Alors, « Fille en colère sur un banc de pierre », alors j'avais fait, mais... Oh là là, j'ai proposé 30 titres, je pense. Mais non, je suis spécialiste pour faire ce genre de truc. Mais à la fin, il y en avait que 2 qui me plaisaient vraiment. Fille en colère sur un banc de pierre. À cause de... ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre dont le titre serait comme une légende de tableau, vous voyez ? Comme un cartel. C'est pas la fille en colère, c'est pas une fille en colère sur un banc de pierre. Et comme ça, on la voit. Et ça vient d'un livre que j'avais lu il y a très longtemps,
Je crois que c'est de Akira Yoshimura. Peut-être. Peut-être que c'est lui, en tout cas c'est un japonais, qui avait écrit un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs, Jeune fille suppliciée sur une étagère. Bon, c'est très japonais. Oui. Et je l'ai acheté pour ça, le livre, parce que le titre me trabustait. Jeune fille suppliciée sur une étagère, ouais, c'est ça, je crois. Donc j'ai une passion pour les titres longs aussi, hein. Les titres très évocateurs comme ça, les titres. En fait, je me dis, je pourrais pas écrire un titre avec juste un mot. Enfin, personne n'a peur des gens qui sourient. Soyez imprudents les enfants. Oui, mais il faut des titres longs parce que. Et ce que je sais de Vera Candida. Ouais. Ouais. Les hommes en général me plaisent beaucoup. Celui-ci, j'ai failli l'appeler parce que là, c'était celui qu'on a retenu, mais l'autre titre que j'avais proposé, c'était L'immémorial chagrin des filles qui ne sont ni des gars, ni des jolies, ni des intéressantes. Bon, c'était un peu long. C'était un peu long, mais c'était un peu long, mais aussi parce que, alors, j'avais voulu faire long parce que je m'étais rendu compte, moi qui aime les titres longs depuis toujours, qui aime donner à mes livres des titres longs, mais aussi qui aime lire des livres avec des titres longs. Moi, j'ai lu Kundera parce que. L'insoutenable légèreté de l'être. L'insoutenable légèreté de l'être. Moi, je l'ai pris dans la librairie à cause du titre. Vous voyez, il y a plein de livres comme ça que j'ai lus à cause du titre. Carson McCullers, c'était Le cœur est un chasseur solitaire. Moi, je vois ce titre, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et donc, je vais prendre des livres à cause des titres comme ça qui sont pas programmatiques, mais qui me donnent des possibilités de comprendre, qui ne sont pas des menus, voyez, et qui me donnent des possibilités poétiques, quasiment. Parce que si je pourrais évidemment écrire un livre qui s'appelle Apprendre, ou Respirer sous l'eau, ou je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez, Courir sous la pluie, ou j'en sais rien, enfin, vous voyez, bon, des titres très... enfin bon, je ne peux pas vous dire. Et donc... pourquoi pas? Mais au fond, j'ai essayé, hein, mais au fond, ça m'intéresse plus ces titres-là. Mais sauf que je me suis rendu compte que dernièrement, pendant ces dernières années, ces titres longs étaient devenus l'apanage des livres un peu, ce qu'on appelle les feel-good books. Vous voyez? C'est, alors, j'ai pas un titre comme ça en tête pile poil, mais vous voyez ce que je veux dire, genre pense à ce jour qui est peut-être le dernier de ta vie, enfin j'en sais rien, non c'est pas ça, non, le dernier de ta nouvelle vie ou je sais pas quoi, ou va arroser les fleurs avant qu'elles meurent, enfin j'en sais rien, bah, vous voyez ce genre de truc, donc des titres très longs, et donc les titres longs c'est devenu depuis quelque temps l'apanage de ce type de littérature. C'est pour ça que j'ai hésité à lui donner un titre long comme j'aime. Et comme voilà, je suis un petit peu embêtante, j'ai dit à mon éditrice, je vais proposer ce titre horriblement long qui était donc L'immémorial chagrin des filles qui ne sont ni des gars, ni des jolies, ni des intéressantes. Et comme elle est maline, elle m'a dit on va le mettre en page, on va voir ce que ça donne. Et puis évidemment, j'avais celui-là sous mon coude, et c'est celui-là qui a... Vous auriez préféré l'autre? L'immémorial chagrin? Non. C'est un bon sondage, oui, pour voir. Non, mais c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose tout le temps sur les titres. Alors, sachez d'ailleurs que le titre, dans un roman, n'est pas de la responsabilité de l'auteur. Contractuellement, c'est l'éditeur qui a la main sur le titre. Donc, ça veut dire que quand vous êtes auteur, vous devez convaincre votre éditeur que ce titre-là, c'est le bon. Parce que lui, sinon, il a la possibilité, en fait, de vous dire non. On en choisit un autre et je t'en impose un autre. Il peut vous imposer un titre. Donc l'idée, c'est que quand même, le titre que vous choisissez, c'est quand même celui... Non, jamais. Mais j'ai dû batailler parfois. J'ai dû batailler et à chaque fois, je leur disais, c'est moi qui vais en parler du livre, c'est moi qui vais devoir justifier de ce titre. Et pardon de dire ça, mais parce que parfois, ce qui n'est pas le cas ce soir, mais parfois, vous allez dans des endroits
où la seule chose que la personne qui vous interroge, le journaliste a lu de vous, c'est le titre. Donc il vous Ça demande vous arrive, ça? Ben oui. Et il vous demande tout de suite de parler du titre. Donc il faut que vous soyez à l'aise avec le titre. Il faut que vous ayez quelque chose à dire sur ce titre. Sinon, ça bloque. Là, sinon ça n'a aucun sens. Ben oui. Oui, vous savez bien comment c'est. La fille en colère sur le banc de pierre qui étudiait ses livres de mathématiques, studieuse et raide, en le surveillant du coin de l'œil, c'était celle-là qui indéniablement l'attirait le plus. Il s'agit de Leonardo. Bien sûr. Voilà. Et là, on est avec Aïda, en effet. Et je voulais qu'il y ait la pierre. Parce que la pierre, le caillou, il y a quelque chose de très, très minéral. Qui est représentant de l'île. Je disais, ouais. Il y a quelque chose de très minéral dans sur cette île. Et c'est un caillou. C'est un caillou au milieu de la Méditerranée. Et je voulais qu'il y ait il y a quelque chose qui soit lié au caillou ou à la pierre. Ce motif, ce sentiment de la colère, il traverse tout le livre, tout le roman, et notamment le personnage d'Aïda qui... Mais Salvatore, son père, est en colère aussi. Enfin, ils sont tous... Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la colère. Ouais, la colère est quelque chose qui traverse tellement de gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont, ou de ce qu'on leur a donné, ou de ce qui leur a été donné au départ. Donc, je crois que ce livre parle aussi de ça. C'est pas que je crois, je sais qu'il parle de ça. Il parle de la colère, de l'agacement, et de ce que ça peut donner aussi après. Parce que si vous êtes très énervé contre ce qui vous a été donné comme vie, vous pouvez devenir horriblement menaçant et dur avec les gens qui sont autour de vous. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui traverse, mais il y a plein de choses qui traversent le livre. Il y a la physique quantique, le couple, il y a plein de choses. Même c'est vrai, il y a un passage aussi sur les hommes, vous écrivez, qui sont irrités, les hommes de l'île. Ils sont irrités contre eux parfois, et aussi ils en veulent aux autres, mais aussi contre eux parce qu'ils ont peut-être raté quelque chose. Enfin, ils sont. Bien sûr, je souligne un passage. Sûr, parce qu'en fait c'est quelque chose de très courant. C'est les hommes de l'île dont je parle là, et les femmes, elles sont pas. Je dis aussi des choses aussi. Les femmes qui n'aiment pas les femmes, d'ailleurs. Mais cette irritation qu'on a contre les autres, quand on n'a pas complètement, quand on est irrité contre soi-même, ça c'est un truc qui m'a toujours beaucoup intéressée. Alors, ça c'est le problème aussi pour des gens comme moi, c'est qu'en fait on est toujours en train de regarder ce qui se passe autour de nous avec une espèce de viseur, enfin non, plutôt un microscope. On regarde en fait comment ça se passe. Et donc la façon dont ça se passe dans un couple, par exemple, parfois je me disais, mais un couple. Alors, parfois, ça se passe très bien, mais parfois, en fait, j'ai l'impression que l'un et l'autre, l'un comme l'autre, c'est très pratique de vivre avec quelqu'un parce que ça lui permet de considérer que si le tiroir n'était pas bien fermé ou si le grille-pain est sale ou je sais pas quoi, en fait, c'est l'autre. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, cette relation à l'autre. Alors, je parle du couple là, mais vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis ça, c'est cette idée, en effet, que l'autre pourrait recevoir vos doléances en permanence. Et voilà, donc ça parle aussi de ça au milieu de tout ce que... J'ai mis 4 ans à écrire ce livre, donc il y a beaucoup de choses. Énormément de choses, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une histoire, il y a la transgression, il y a l'émancipation. Mais il y a plein de petites réflexions sur... Oui, puis alors je disais au début, il y avait ce côté un peu distancié par moment, c'est nécessaire. Petite voix intérieure, mais ce qui est très réussi, c'est que vous n'en abusez pas non plus, quoi. C'est par petites touches, quoi. Je trouve que c'est ça qui... Parce que j'avais peur que ce soit agaçant, parce qu'il y a une petite voix enfin il n'y a pas une petite voix, il y a quelqu'un en fait qui prend la parole tout le temps qui dit, et qui donne son avis, et qui met en scène, qui met en scène parce que encore une fois là je suis complètement dans l'histoire. Je vous raconte une histoire. Donc si je vous raconte une histoire, je suis là. Donc je suis là et je vous raconte ça. Je vous raconte l'histoire de ces 4 filles sur cette île, dans cette famille Salvatore, et l'histoire de les contes et légendes de la famille Salvatore, et comment en fait on va en arriver à la disparition de la petite,
Mimi, et puis comment tout ça va être résolu. Mais moi, je suis là. En fait, j'ai toujours été là dans tous mes livres, mais de façon beaucoup plus discrète. Mais par exemple, dans Ce que je sais de Vera Candida, le livre, le roman, le titre, il y a « je », alors que dans le livre, il n'y a pas de « je ». À chaque fois, en fait, je suis là et mon cœur transparent. Dans le livre, enfin, c'est encore un titre de mes bouquins, il n'y a pas de « je » en fait dans le livre, mais moi, je suis là et je raconte quelque chose. Donc, je sais pas, c'est une forme d'honnêteté en quelque sorte, entre guillemets. Mais si, c'est un peu ça quand même. Je raconte une histoire. Moi, par exemple, je pourrais pas être Aïda. Je pourrais pas être Salvatore. Je pourrais pas dire je à leur place. Parce que ça fait très longtemps que j'écris des livres. Gilda non plus. Vous ne pourriez pas. Je pourrais être aucun des personnages. Mais j'ai essayé, hein, mais j'ai écrit des livres avec qui était à première personne. Mais j'en ai écrit il y a longtemps et j'en ai publié il y a longtemps. Moi, j'écris depuis que j'ai 7-8 ans, donc j'ai essayé plein de choses. Et maintenant, je sais que mon endroit, c'est je raconte quelque chose, je raconte une histoire. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça me permet des pas de côté. Ça me permet, comme je disais tout à l'heure, d'être assise au bord de la piscine et de les regarder se débrouiller plus ou moins bien dans l'eau. Et ça me permet l'humour. Et ça me permet de me moquer un peu d'eux, ça me permet de prendre à partie le lecteur, ça me permet plein de choses. De faire réagir aussi. Voilà, mais donc c'est vrai que c'est pas présent tout le temps. Non, mais c'est vrai, je disais que c'est parfois. Mais j'avais peur que ce soit agaçant, et donc j'ai demandé à mon éditrice, quand je lui ai donné le texte, je lui ai dit, ça te va ça? Et elle m'a dit qu'elle adorait et qu'elle trouvait ça non seulement intéressant, mais elle me trouvait ça très fort et très drôle et un vrai parti pris d'être la personne qui raconte l'histoire. Et un truc un peu à l'ancienne aussi. Et un truc un peu... je sais que... Alors, j'ai découvert que Echnoz faisait ça aussi. Donc, voilà, il prend à partie j'ai beaucoup lu Echnoz, mais j'avais oublié ça. Et il prend à partie, en fait, son lecteur, il donne son avis. Il donne son avis. Diderot le faisait aussi, non? Diderot, Laurence Stern, 18e, absolument. 18e, c'est très difficile. Exactement, c'est vraiment 18e. En fait, je donne mon avis. Et bien voilà, je donne mon avis tout le temps dans le livre. Et moi, ça me va. En général, ça va aux lecteurs. Enfin, je ne sais pas ceux qui ont lu le livre. Il y en a certains qui ont lu le livre. Et si on a fait parmi vous qui l'ont... Ça vous a... Ouais. Ça a été Ouais. Je n'ai pas trouvé que c'était trop, là. Donc, visiblement, il y a... Non, mais parce que c'est quelque chose que j'ai fait comme ça au fur et à mesure. Et puis, je me suis interrogée à la fin. Voilà, comme toujours. C'est aussi un livre évidemment sur l'évolution, la société, notamment le patriarcat plutôt, parce qu'il est, je cite juste ce passage, les filles de cette génération-là ne voulaient plus, les garçons étaient prêts à s'établir à Yatta et à répéter ce que leur père servait à fabricoter depuis des lustres, mais les filles non. Ça ne leur suffisait plus, ça passait d'abord, et presque exclusivement d'ailleurs, par se marier avec un garçon qui leur plaisait, et qui n'était pas simplement un gendre pour agrandir un terrain pierreux sur le cadastre, et puis en deuxième temps, si deuxième temps il y avait, par conduire une mobilette, et en troisième temps, et là on effleurait l'insurrection, par s'installer sur le continent, en ville, ouvrir une mercerie ou une boutique de chaussures. Ça rendait fous les pères, et les mères aussi, qui détestaient qu'on échauffe les pères. Voilà Je crois que je n'ai rien à ajouter là-dessus. Hein. Non, mais ouais. Non, mais alors, et donc pour en... Ouais. Non, allez-y. Pour dire qu'Aïda incarne aussi, alors par la force des choses, elle a été bannie, donc elle a dû, elle était contrainte de partir à Palerme, mais elle est quand même... mais ça m'intéresse, le patriarcat et la manière dont ça... Et les mères, dont je ne dis pas beaucoup de bien aussi, là-dedans... mais je dis pas du mal de tout le monde, hein, en revanche, hein, parce qu'il y a des hommes merveilleux dans ce livre. Il y a Leonardo, mon amoureux absolu. Il y a... Oui, mais c'est l'homme que j'aime. Et il y a... En fait, moi, j'aime bien les personnages très ambigus. J'aime bien les personnages ambivalents. J'aime bien les gens ambivalents. Et donc là, en effet, on a des systèmes patriarcaux, mais parce que moi, c'est ce que j'ai connu aussi. Mais je sais pas, certains d'entre vous ont dû connaître ça aussi. Moi, j'ai vécu avec un père, alors qui n'était pas du tout sicilien,
qui était basque espagnole. Et quand il y avait une femme à la télé, je suis née dans les années 70, hein, donc c'était pas non plus il y a 852 ans. Et donc, quand il voyait une femme politique à la télé, ou je sais pas, oui, une femme politique, on va dire, il éructait. Et il disait « Et qui fait son ménage ?» Et donc, j'entendais ça tout le temps. Toi, t'es une petite fille. T'as 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. T'entends tout le temps ça. T'entends ton père qui s'énerve contre les femmes qui parlent, qui prennent la parole. Donc, c'est vrai que très vite, en fait, moi, c'est un système dans lequel tu t'inscris et évidemment, tu fais un pas de côté dès toute petite. Parce que dès toute petite, je trouve que c'est pas possible ça. Pourquoi il dit ça et pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que les nanettes, elles fassent le ménage et que les hommes, ils rentrent chez eux le soir et que tout se passe bien pour eux. Et donc, je trouvais que c'était pas normal parce que le ménage, ça me paraissait pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire, moi. Et donc tout ça, évidemment, a fait que la personne que je suis, et qui maintenant, on en parle beaucoup du patriarcat, on parle beaucoup de la sororité, on parle beaucoup de ça. Mais moi, je me souviens, mon premier roman que j'ai publié, le premier roman que j'ai publié il y a 25 ans, ça s'appelait Le sommeil des poissons. C'était un roman très étrange, au Seuil, et qui était l'histoire, c'était un conte, un vrai conte. Ouais. Et c'était un conte sur une communauté de femmes. À l'époque, je peux vous dire, il y a 25 ans, personne n'en parlait de ces trucs-là. Enfin, en tout cas, chez nous. Après, on en a parlé il y a longtemps. Hein. Et donc, c'était une communauté de femmes et les hommes venaient. Ça se passait dans la jungle. Je pense à un truc un petit peu latino-américain. Sans doute, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas complètement sûre de ça, moi. Et les hommes venaient une fois par an pour leur faire des enfants, puis ils repartaient sur le fleuve. Et donc, c'était ça, en fait, cette histoire, il y a 25 ans, que j'ai publiée. Et à ce moment-là, et après aussi, on m'a dit « Ah non, est-ce que vous êtes féministe ?» Sachant que, je me souviens d'une journaliste qui m'avait dit « On ne peut pas dire ça parce que c'est un gros mot. » On m'avait dit. Mais il y a 25 ans. Donc, il y a eu les moments féministes, vous connaissez, dans les années fin 60, 70, début 80. Et je peux vous dire que dans les années 2000, fin 90-2000, il ne fallait plus dire le mot féministe. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Puis surtout, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Moi, je racontais des choses qui étaient liées à mon imagerie personnelle. Mais au fait, je m'en rends compte que ce sont des textes qui parlent des relations entre les hommes et les femmes depuis toujours, que ça m'intéresse, sans victimiser les femmes et sans diaboliser les hommes, parce que ça, je trouve ça insupportable. Mais malgré tout, il y a un constat. Il fait que, quand même, sur la planète, globalement, il fait moins bon être une femme qu'être un homme. Hein? Donc, je ne vous l'apprends pas non plus. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a quelqu'un que ça dérange, là. Mais non, mais c'est drôle. Pardon. C'était une blague. Vous avez compris que je faisais des petites blagues idiotes. Hein. C'était ma blague idiote. Mais Aïda, là, je trouve qu'elle incarne bien justement cette liberté, ce côté. Oui, mais c'est pas non plus une Amazone. Non, mais elle a quand même. Non, parce que j'aime pas trop les personnages. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Je trouve quand même qu'elle incarne. Elle est quand même. Ouais. Mais et c'est vrai que c'est aussi un livre sur. Alors très important, je trouve aussi dans le livre la qualité de l'écoute, le silence, l'écoute, parce que c'est vrai que le premier mot prononcé notamment par Mimi. Qui a parlé. Oui, parce que, ouais. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais je trouve que c'est important. Le livre est quand même aussi basé là-dessus, sur la qualité de l'écoute, de l'autre. Il y a aussi cette. Et l'écoute du silence, voilà. En fait, on n'écoute pas assez, en fait, évidemment, mais on le sait tous, on n'écoute pas assez, on écoute, et on ne passe pas assez de temps à ne rien faire et à simplement être soi-même avec
avec sa pensée. Je pense qu'en fait, il faudrait réhabiliter ce divertissement sublime qui est la réflexion. En fait. Rester à ne rien faire et à écouter ce qui se passe dans notre petite tête, plutôt que regarder son téléphone, regarder en fait ce qu'il y a sur Instagram ou sur TikTok ou je sais pas quoi. Mais je vous l'apprends pas. Et la littérature nous aide à faire ça. Parce que la littérature, en fait, quand on lit un livre, on s'arrête. Puis on se dit, tiens, on cogite. On est face à l'altérité absolue avec les livres, avec le roman. Le roman, c'est l'altérité absolue. Vous êtes dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes dans l'altérité, puis vous arrêtez, et puis du coup, ça vous fait cogiter. Bon, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez parfait. Mais ça, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que les lectrices ou les lecteurs, espérons-le, le vivent aussi. Enfin, voilà. Alors, chacun fait ça. Là, ce soir, alors qu'il pleuvait des cordes, voilà. vous avez une petite... On va vous passer la parole. Peut-être avez-vous des questions, des remarques, des oui, posez des questions. Oui, ça arrive qu'on vous pose des questions. Vous avez l'habitude. Et sinon, en même temps... Sinon après, vous venez me poser des questions et vous poursuit la là discussion. tranquillement. Oui, c'est pas du tout... C'est une suggestion que je fais. Ouais. Oui. Je vais m'installer quand même. C'est bon? Oui. Il y a beaucoup, tous les romans que j'ai lus de vous, en tout cas, ils sont toujours traversés par des contes, toujours des références. Enfin, en tout cas, c'est toujours un peu en filigrane. Il y a des références à plein de contes différents. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un conte qui vous marque vraiment? Est-ce qu'il y a un conte que vous préférez, auquel vous revenez plus souvent, ou qui a une signification particulière pour vous? Ah, c'est drôle ce que tu dis là, parce qu'en fait, il y a plein de contes qui m'intéressent beaucoup. Dans ce livre, il y a des allusions aux petits poussets, plein de trucs avec les filles, en fait, les ogres, etc. Mais alors, il y a un conte que j'adore absolument. Je ne parle pas là, mais il y a un conte qui donne le là à plein de choses dans notre vie, il me semble. C'est Les habits neufs de l'empereur. Vous connaissez ce conte ? Alors, il y en a certaines qui connaissent, mais d'autres qui ont oublié Alors, je vous le dis en 2 secondes. Les habits neufs de l'empereur, c'est l'histoire d'un empereur un peu fat et qui un peu vaniteux et mais pas méchant, qui voudrait avoir le plus bel habit possible. Alors, comment il va faire pour avoir le plus bel habit possible? Alors, il a ses sujets. Tout se passe bien. C'est plutôt un gentil empereur. Si c'est possible de faire gentil et empereur en même temps. Bon, voilà. C'est un gentil empereur, on va dire. On est dans un conte. Et il est... donc, il se demande comment avoir le plus bel habit du monde. Et il va... en fait, à un moment donné, il va y avoir 2 tailleurs qui vont venir dans le royaume, dans l'empire, mais on va dire du royaume parce qu'en fait c'est plus joli de dire royaume. Dans le royaume, il va y avoir deux tailleurs qui vont venir et qui vont dire qu'ils sont les meilleurs tailleurs de la planète et qui vont lui dire qu'ils vont lui faire le plus bel habit du monde. Il leur faut évidemment de l'or, des joyaux, etc. Voilà. Et surtout, ils disent, attention, il y a quelque chose de très particulier. C'est que nous, quand on fait un habit, ce sera le plus bel habit du monde, mais seuls les gens intelligents le verront. Vous vous souvenez de ce truc, certains d'entre vous, non? Et donc, l'empereur dit, pourquoi pas? Tout plein de sa vanité merveilleuse et candide. Il est candide. Et les 2 tailleurs, roués comme ils sont, en fait, font tous les jours, prennent beaucoup de fils d'or, des joyaux et toutes sortes de pierres précieuses pour fabriquer le plus bel habit du monde à cet empereur. Et chaque fois que l'empereur passe devant son miroir, il n'a rien sur lui. Mais il se regarde comme ça. Et comme il veut être intelligent, il dit « Oh non, c'est bien. » Et les autres à côté font « Oui, c'est superbe. » Et il continue. Ça dure des mois.
Et puis au bout d'un moment, l'empereur, avec son merveilleux habit fait par ses tailleurs qui étaient des brigands, qui ont donc évidemment ont accumulé énormément de joyaux et de fils d'or, et qui ont mis de côté, comme vous aurez compris. En fait, évidemment, il va en ville parader, à la capitale de son royaume, de son empire. Il va parader, et donc il est en caleçon. Et on a dit à tout le monde que seuls les gens intelligents pouvaient comprendre, pouvaient voir en fait l'habit, pouvaient voir l'habit. Donc tous les adultes, tout le monde fait, tout le monde regarde, un peu interloqué en se disant merde, je le vois pas, mais les autres le voient apparemment. Tu le vois toi? Ouais, ok. Vous le voyez, ok. Bon, et tout le monde le voit en caleçon, quoi. Et à un moment donné, il y a un enfant en fait qui éclate de rire. Et à partir du moment où l'enfant éclate de rire, évidemment, tout le monde éclate de rire. Et là, évidemment, la supercherie est démasquée. Et pendant ce temps-là, évidemment, les deux tailleurs, que tu es malin, ils sont partis fort loin. Et donc, j'aime beaucoup ce conte. J'aime beaucoup ce conte parce qu'il dit énormément de choses du monde dans lequel même on vit. C'est qu'en fait, tant que les gens vous disent « Ah non, mais attends, je vais donner un exemple sur les livres. Mais ce livre, il est vraiment génial, en fait. Non, mais ce livre, il est super. Il faudrait vraiment être con pour pas... Hein, c'est pas dit en autant de mots, mais quasiment. Et tout le monde fait « Ah oui, ça doit être bien, en fait, ça doit être bien. » Et c'est pour les livres, pour les films, c'est pour tout, en fait. Si on vous dit ça, c'est un truc hyper important sur lequel vous devez tous vous mettre d'accord pour penser que c'est bien, ben, tout le monde se met d'accord. Moi, je trouve que c'est un monde de suiveurs. On est dans un monde de suiveurs, mais c'est normal. On est des moutons. Et donc, ce conte, je l'adore. Voilà. Donc, je ne l'ai pas mis dans ce livre. Alors, je l'ai mis, en fait, dans un autre de mes livres. Donc, Soyez imprudents les enfants, j'en parle, je crois. Mais les contes, c'est magnifique. C'est des histoires qui est tellement édifiantes. Mais on le sait tous, hein. C'est édifiant. Et celui-là, je le trouve joli parce que, ça, vous aurez tous compris, il parle de choses que vous avez entendues et vues en permanence. Non, moi je me demandais, j'ai déjà fait des recherches sur vos livres et vous êtes associé au réalisme magique et je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette appellation. Alors ça, c'est typiquement quelque chose qui m'a été collé comme étiquette et qui était pas du tout un truc que moi j'assumais. Alors, je vais vous raconter une anecdote un peu rigolote là-dessus. Ça m'a été collé au moment de ce que je sais de Vera Candida, parce que ça se passait en Amérique latine. Il n'y a absolument rien de magique dans ce livre. Mais à partir du moment où j'ai écrit ce livre, moi-même, je vous avoue, quand je l'ai donné à mon éditrice, j'avais un petit doute. Je me suis dit, c'est une espèce de conte bizarroïde, féministe, politique, mais qui se passe en Amérique latine. Elle va peut-être me dire, c'est pas du tout ça qu'on attend en France, puisqu'en général, vous avez bien compris qu'en France, on attend plutôt des écrivains français qui racontent leur vie. Et directement. Après, moi, je raconte ma vie. Je ne vais pas vous le faire tout ça, mais par le biais de toutes ces histoires. Donc, je me suis dit, bon, c'est marrant, le réalisme magique. Et donc, c'était... Alors, moi, après, Garcia Marquez m'intéresse, pourquoi pas. Moi, j'ai lu Garcia Marquez, j'ai lu énormément d'écrivains latino-américains, mais pas seulement lui. Felisberto Hernandez, les noms m'échappent là, mais j'en ai tellement lu, Cortázar. Enfin, j'adore chez les écrivains latino-américains, mais pas seulement chez eux d'ailleurs. C'est pas que chez eux en fait. Mais j'adore la possibilité du magique. J'adore la possibilité de l'étrange. J'adore ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent pour moi, mais c'est pas lié au réalisme magique. C'est intéressant d'ailleurs comme mot, hein, réalisme magique. Ça veut dire que je raconte une histoire, c'est le conte. En fait, c'est le vrai conte. Je raconte une histoire et il y a cette étrangeté possible. Donc, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'on m'accole cette étiquette est un tout petit peu gênante parce que je ne fais pas que ça, loin de là. À tel point qu'à un moment donné, il y a, et c'est ça l'anecdote dont je voulais parler, c'est que quand j'avais publié Vera Candida,
C'était il y a, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Et on m'a demandé d'écrire un article sur Gabriel Garcia Marquez dans le magazine littéraire. Une double page. Bien embêté au Valdéen, parce que il y avait tellement de gens qui avaient déjà parlé de lui, de grands spécialistes. Il était quand même un prix Nobel de littérature. Qu'est-ce que je vais raconter de plus intéressant que ce qu'ils ont tous raconté sur Garcia Marquez sur une double page. Donc, voilà, c'est pas juste une micro-colonne. Et là, je me dis, bah voilà, je vais faire un truc qu'il faisait tout le temps, Garcia Marquez. Garcia Marquez, en fait, il mentait. Il mentait tout le temps. Il l'inventait. Et j'adore cette idée du mensonge. Donc, j'ai fait une double page dans le magazine littéraire où je raconte en mon nom propre, en disant « Je suis Véronique Ovaldé », et je raconte que quand j'étais petite, en Colombie, j'étais allée voir mon oncle qui était, alors je ne sais plus exactement s'il y a longtemps que j'ai écrit ça, qui était en prison, et donc j'avais rencontré Gabo, parce qu'on l'appelait Gabo, dans un bistrot, et donc je raconte toute l'histoire avec les gens qui étaient autour de lui, je raconte une anecdote autour, je ne sais plus exactement ce que je raconte, bon, ça tient une double page quand même, je raconte une anecdote sur lui. Et je donne énormément d'indices pour qu'on comprenne que c'est faux. Je donne des indices, mais tous les paragraphes pour qu'on comprenne que c'est faux. Parce que, en plus, je parle de Gabo. Je parle de Garcia Marquez, qui était le plus grand mythomane et le plus grand menteur qui existe au monde. Donc, je me mets, en fait, dans le système. En fait, personne n'a compris. Et c'est drôle, hein, en même temps, parce que tu te dis, bah voilà, donc ils ont cru que vraiment j'avais passé ma vie en Colombie quand j'étais enfant, bon, très bien. Et donc là, je me suis dit, et ça, c'est très amusant. Le mensonge est amusant en littérature. Et donc lui, il le savait, hein, Garcia Marquez, il mentait tout le temps. Et là, je l'ai découvert, que c'était tellement drôle, hein, qu'après, quand on vous interroge à la radio en vous disant, alors, quand vous étiez en Colombie, quand vous aviez 12 ans, et là, tu es très embêté, parce que tu ne veux pas humilier le mec qui a cru que c'était vrai, sachant que tu as donné plein d'éléments, tu vois, tu n'as pas été mythomane, hein, tu t'es juste amusé des codes. Donc voilà, donc c'est, en tout cas, le réalisme magique est quelque chose que je trouve assez fascinant parce que justement, nous, en France, ça reste quand même très fort avec Garcia Marquez, non ? Le réalisme magique. Ça reste quand même le chantre du réalisme magique. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de liberté et de liberté avec l'étrange, le bizarre en Amérique latine qui est vraiment enchanteur. Donc oui, moi je veux bien être une autrice du réalisme magique français. Ouais, ça me plaît en fait. Ça me plaît bien. Il y a 15 ans, je trouvais ça un petit peu bizarre parce que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Mais maintenant, je me dis, bah oui, pourquoi pas. En fait, je préfère faire ça. Enfin, c'est plus mon monde. Je vous raconte des histoires. Je vais vous raconter un conte. Je raconte des histoires et j'aime ce rapport aux esprits, aux fantômes, aux bizarres et aux pas de côté. Voilà, j'aime ça. On retrouve ça tout le temps, non, mais même si... Non, il y a du... Alors, c'est très réel, ça ressemble au réel, mais c'est pas tout à fait réel. Ça, j'aime bien. Fille en colère sur un banc de pierre chez Flammarion. Donc, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé son dernier roman. Merci de votre attention. Et donc, on va passer à la séance de dédicace. Merci et bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là malgré ce temps bizarre. Le roman de Véronique Ovaldé, Fille en colère sur un banc de pierre, est publié aux éditions Flammarion. Chez cet éditeur, Véronique Ovaldé a aussi fait paraître les récents Soyez prudents les enfants en 2016 et Personne n'a peur des gens qui sourient en 2019. Elle est également l'auteure de Ce que je sais de Vera Candida, prix Renaudot des lycéens en 2009, prix France Télévisions et Grand Prix des lectrices de Elle, et de Mon cœur transparent, prix France Culture Télérama. La rencontre que vous venez d'entendre à l'instant a été enregistrée le 9 mai 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio
en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.